Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités cette semaine-ci, même si en réalité c'est une semaine plutôt calme parce qu'on est basiquement pendant l'été, il se passe pas grand-chose pendant l'été. Mais on a quand même quelques news avec notamment une sortie de processeur, pas celle que vous attendez, mais celle que vous avez de toute façon. Et même des futurs cartes graphiques qui devraient arriver, des cartes graphiques entrée de gamme, donc ça c'est plutôt rare. Commençons tout de suite. Mais avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne et aussi avoir un jeu, je rappelle que je suis partenaire Games Planet et en ce moment ils ont des summer sales, donc basiquement des énormes promotions pour l'été. Et un gros détail qui est très important, je rappelle avec Games Planet, c'est le fait qu'ils travaillent directement avec les éditeurs de jeux vidéo. Donc toutes les promotions que vous voyez ici sont officielles. C'est pas des clés achetées sur un marché gris ou autre chose. Vous avez des vraies clés et ça permet de soutenir évidemment les développeurs, surtout pour les petits jeux indés, c'est très important. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de jeux en promotion. Vous avez un lien dans la description afin d'aller voir. Et pour ceux qui font du streaming, je rappelle aussi que je suis partenaire avec Oned. J'avais oublié que j'étais partenaire avec eux. J'ai retrouvé mon lien affiliate, je le mettrai dans la description. Oned fait des overlays, donc pour ceux qui voudraient un overlay pour leur stream autre chose, ils font des overlays d'ailleurs pour toutes les plateformes, Twitch, Kick, je déconseille, YouTube, et vous avez aussi des overlays, du coup à chaque fois, si vous avez un petit drapeau français, ça veut dire que oui, c'est une version en français, donc tous les écrans ont été traduits comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire par vous-même. Et les overlays d'Oned sont très faciles à installer, comme j'ai déjà montré plein de fois dans des anciennes vidéos pour ceux qui se souviennent. Vous avez un pack tout fait, vous pouvez l'installer directement dans le programme de streaming que vous utilisez. Donc vous aurez un lien dans la description, il y a aussi des promotions en ce moment, donc n'hésitez pas à suivre le lien dans la description et soutenir la chaîne. Merci à tous. Première news de la semaine, c'est le fait que Wikipédia a une énorme mise à jour qui permet de enfin rajouter ce qu'on attendait tous, un mode dark. Littéralement, oui, Wikipédia a rajouté un mode dark. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps pour qu'il le rajoute, mais maintenant vous pouvez avoir Wikipédia qui vous brûle pas la rétine, ce qui est plutôt cool parce que regardez quand j'active le mode light, on voit mon visage littéralement s'illuminer, donc yep, une bonne chose. Je suis assez étonné par contre que, bon après c'est leur philosophie, Wikipédia c'est tout est gratuit, vous pouvez faire des donations pour les soutenir, mais je suis étonné que, en fait ils auraient dû donner le mode dark aux gens qui font des donations. Après c'est pas plus mal, donc ma foi, si vous avez, je sais pas moi, 5 € qui traînent, 2 € qui traînent, n'hésitez pas à faire une donation à Wikipédia, ça ne fait pas de mal. Vous pouvez aussi en faire une à Firefox ou n'importe quelle association que vous voulez. Vous faites comme vous voulez, c'est votre argent. Ensuite, on a une news très intéressante sur le futur des batteries. Alors, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, mais Samsung a commencé à livrer des prototypes de batteries à état solide à des constructeurs de voitures électriques, et ça c'est très important parce que ça fait des années qu'on en parle. Donc les solid state batteries en anglais, c'est tout simplement des batteries qui sont solides à l'intérieur. Au lieu d'avoir un liquide ou une sorte de gel, c'est basiquement solide. Donc forcément, ça semble logique. Déjà, elles sont beaucoup plus sûres que les batteries au lithium qu'on a à l'heure actuelle. Ça, c'est un gros plus. Et surtout, elles ont une densité d'énergie beaucoup plus importante, 2 fois plus importante. Donc imaginez juste avoir votre smartphone, comme vous l'avez à l'heure actuelle, et vous avez 2 fois plus de batterie juste en changeant la batterie. Genre, elle dure 2 fois plus longtemps. Ben, c'est bien pour les smartphones, mais c'est encore mieux pour les voitures électriques qui, pour le moment, en général, peuvent faire... les meilleures voitures électriques peuvent faire 500 voire 600 km sur une seule batterie. Et on parle de voitures électriques normales, on ne parle pas non plus de quelque chose de complètement abusé qui aurait plein de batteries partout. Et là, je parle aussi quand même des meilleurs du marché, parce qu'il y en a évidemment qui font moins que ça. Mais en général, oui, 400 à 600 km sans aucun problème. Mais imaginez pouvoir faire x2 juste en ayant une nouvelle technologie de batterie. Et ça, c'est très prometteur. Et en plus de ça, comme j'ai dit, ce serait plus sûr. Et dans d'autres cas aussi, si vous voulez une voiture plus légère, vous pourriez avoir une batterie 2 fois plus petite, mais qui aurait toujours la même portée. Donc Samsung a commencé à livrer des prototypes, notamment à Toyota, et ces batteries devraient être utilisées pour information dès 2027, mais surtout dans les modèles haut de gamme. Bon, les voitures électriques sont souvent déjà haut de gamme, mais là, on parle vraiment des hauts de gamme du haut de gamme. Donc là, notamment la sous-marque Lexus de chez Toyota qui devrait les utiliser. Alors, Samsung ne sont pas les seuls à faire des batteries solid state. Vous avez aussi plusieurs marques chinoises qui en font et qui sont déjà limite plus avancées que Samsung, qui avaient déjà des prototypes en cours d'utilisation et qui eux aussi visent à sortir évidemment des voitures haut de gamme qui utilisent ce genre de batterie. Autre avantage pour ces batteries aussi solid state, c'est qu'elles devraient être
plus facile à charger, ou plutôt vous pourrez les charger plus vite. Donc là, Samsung pourrait promettre de charger la batterie, pas entièrement, mais jusqu'à 80% en 9 minutes, ce qui est assez abusé. Après, évidemment, ça requerra des chargeurs encore plus rapides, donc ça, c'est, je dirais, le plus compliqué en fait. Les voitures électriques, ok, on peut en faire, mais avoir assez de chargeurs partout et surtout des chargeurs très rapides pour les charger rapidement, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'on parle ici de chargeurs, oui, qui pourraient dépasser 480 kWh ou même 600 kWh, ce qui est abusé comme quantité d'électricité pour un chargeur. Enfin bref, un dernier avantage pour ces batteries au solid state, c'est le fait qu'elles ont une meilleure endurance que les batteries liquides. Souvent les batteries qui utilisent un liquide ou un gel, vous avez des cristaux qui se forment à l'intérieur et ça peut dégrader la batterie assez vite. Et c'est pour ça aussi que des fois elle commence à gonfler et tout. Donc ici, évidemment, vous avez moins ce problème-là et les batteries pourraient durer jusqu'à 20 ans, ce qui est plutôt bon. Ensuite, si vous avez essayé de vous loguer dans Minecraft, voilà 6 jours et que vous aviez des problèmes, eh bien c'est certainement dû au fait que Azure a eu encore des problèmes. Alors, ça n'a rien à voir avec la première fois qui était arrivée juste avant l'affaire CrowdStrike, qui évidemment n'avait rien à voir. Ici, apparemment, il y aurait eu des attaques massives DDoS sur les services Azure de Microsoft. La source de ces attaques n'est pas forcément connue, mais certainement des acteurs qui essayent de perturber tout simplement les services. Azure est très utilisé par beaucoup d'entreprises dans le monde, donc pas très étonnant. Peut-être que c'est aussi une manière de perturber une autre entreprise concurrente ou je sais pas quoi. Ou peut-être que c'est un gouvernement étranger qui n'aime pas trop Microsoft parce que c'est américain. Il y a plein de raisons qui pourraient en arriver là, mais une chose est sûre, ils se sont fait DDoS et du coup ça a mené à des problèmes, et notamment sur Minecraft parce que Minecraft utilise les services cloud d'Azure pour notamment tout ce qui est authentification, gestion en ligne et tout ça. Donc pas très cool si vous voulez jouer à Minecraft. Il y en a d'ailleurs qui se demandent pourquoi je dois m'authentifier pour jouer à Minecraft. Ça, il faut dire merci à Microsoft. Parce que tout ce qui est Microsoft utilise un compte Microsoft maintenant. Et du coup, si Azure est hors ligne, vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte Microsoft et jouer à votre jeu. Merci Microsoft. Bon, en réalité, vous pouvez toujours jouer hors ligne. C'est juste que votre skin ne charge pas sur Minecraft, ce qui est très perturbant des fois. Ensuite, on a une news Apple qui a évidemment présenté Apple Intelligence récemment lors du WWDC. Et du coup, vous pourriez vous dire que les nouveaux modèles d'IA Apple ont été entraînés sur des GPU Nvidia comme à peu près tout le monde. Mais en fait, non. Apple n'a pas utilisé des GPU Nvidia. Ils ont utilisé des puces de chez Google, des puces spéciales pour entraîner tout ce qui est un petit peu IA, des TPU V4 et aucun GPU Nvidia. Ce qui est très rare dans le marché parce que la plupart des gens utilisent des GPU Nvidia parce qu'ils sont juste très bons en fait pour ça. Et vous pourriez vous dire, oh, c'est assez étrange parce que Google est genre le concurrent principal d'Apple, mais c'est surtout dû au fait que Apple déteste Nvidia. Si vous vous souvenez, les anciens Mac, ceux qui utilisaient encore des processeurs Intel, quand ils avaient un GPU dédié, donc une vraie carte graphique, c'était toujours un GPU AMD. Et c'était dû au fait que Nvidia et Apple n'étaient pas dans les meilleures relations, on va dire. Et du coup, ça a donné à cette situation où, oui, Apple a juste refusé d'utiliser des produits Nvidia et continue de le faire à l'heure actuelle, ce qui est... Pour moi, c'est étonnant, mais pas aussi étonnant au final parce que ça reste Apple. Mais ce qui est étonnant, oui, c'est qu'ils utilisent du coup des puces Google et aident leur concurrent principal en quelque sorte. Donc, ma foi. Bref, dans tous les cas, ces puces Google sont en réalité plutôt efficaces. Elles sont faites pour ça, pour vraiment tout ce qui est développer des LLM notamment. Donc, c'est pas si étonnant. Et certainement, ils ont dû avoir aussi des réductions au niveau prix parce que forcément, Google doit faire moins cher que Nvidia parce que Nvidia se fait plaisir au niveau prix. Ensuite, les problèmes pour Intel ne font que continuer. Vous avez notamment Gamer Nexus qui a fait une vidéo qui résume un petit peu tout ce qui s'est passé, donc c'est plutôt intéressant. Mais globalement, Intel certainement devait savoir depuis très longtemps qu'il y avait des problèmes avec leurs processeurs. Il y a, comme l'a illustré Gamer Nexus, il y a eu plusieurs mises à jour de microcode, notamment de processeurs, voilà des mois, qui bougeaient au voltage des processeurs pour essayer de fixer quelque chose que certainement ils avaient vu. Et on parle même pas de quand ça a commencé, genre en avril ou mai, ou quand il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à dire « Hey, il y a un problème avec les processeurs Intel ». On parle carrément ici de là, plus de 6 mois, genre même des mises à jour de microcode qui étaient faites en 2023. Donc, Intel devait savoir qu'il y avait un problème depuis très longtemps.
Et ils ont basiquement rien dit. Et même quand le problème a été mis, on va dire, devant tout le monde, mis à jour devant le public, il a fallu des mois et des mois avant qu'on ait une réponse officielle, comme quoi ils y regardaient. Et puis il a fallu encore plus de mois pour justement Intel en arrive à dire « Hey, on a trouvé un fixe, ça arrive bientôt ». Ce fixe n'est toujours pas arrivé, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Vous avez bien une mise à jour de microcode qui a été faite à la moitié du mois de juillet, mais ça date d'avant que Intel réponde. Donc je suppose que c'est pas le microcode qui fixe le problème, parce que de toute façon le problème est toujours là. Donc ouais, c'est vraiment pas bon pour Intel. Au point même que du coup, si vous regardez, l'action Intel a juste chuté énormément. Alors là, c'est juste sur un jour, mais si on regarde un peu plus, par exemple sur un an, c'est pas très bon. Ils sont passés au plus haut, au début 2024, de 44 $. Bon, c'était même un peu plus haut, 47, à basiquement maintenant 20 $. Ils ont perdu 50% de leur valeur, ce qui fait très mal. Alors en réalité, si vous regardez sur 5 ans, vous pouvez voir qu'ils ont eu plusieurs pics, tout ça. Vous pouvez voir que, notamment en 2021, ils étaient beaucoup plus hauts. Ils ont eu déjà une chute lors de l'année 2023 à déjà 26 $, donc ce qui n'est pas si loin de maintenant. C'est certainement quand, basiquement, AMD a sorti beaucoup de processeurs et elle les a vraiment dépassés, et Intel n'avait aucune bonne réponse, ou en tout cas il faisait ressortir les mêmes processeurs, donc c'est certainement pour ça cette chute ici, mais c'était une chute graduelle, ça a pris littéralement plus d'1 an pour cette chute. Là on a eu une chute massive en quelques mois, donc c'est vraiment pas bon, au point même que du coup Intel va virer 15 000 employés, ce qui est énorme. J'ai vu une personne qui disait dans les commentaires de vidéo que 15 000 employés c'était la quantité d'employés que AMD avait voilà à peine quelques années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. AMD a beaucoup moins de staff que Intel, déjà aussi parce qu'ils n'ont pas leur propre usine de fabrication de processeurs. Ils les font fabriquer par TSMC notamment. Mais Intel a tellement de staff que oui, ils peuvent en virer 15 000. Et c'était basiquement la même quantité de staff qu'avait AMD il y a quelques années. Ce qui pour moi me paraît assez abusé quand on y pense. Et ça permet aussi d'illustrer à quel point c'est une énorme réduction en termes d'employés. Donc, est-ce que ça va aider? Au niveau finance, certainement. Mais au niveau régler les problèmes et arriver à sortir des produits qui intéressent les consommateurs, pas forcément. Ça semble logique, mais virer autant de personnes, ils vont forcément aussi virer des personnes qui peut-être sont responsables d'essayer de trouver les problèmes et de les fixer. Des personnes qui sont responsables aussi de la recherche et du design, qui pourraient designer peut-être un meilleur processeur. Donc, ce n'est jamais très bon quand vous avez autant de personnes qui sont virées comme ça, mais clairement, Intel essaie juste d'essayer de trouver un moyen de réduire les coûts de fonctionnement après avoir basiquement perdu la moitié de leur valeur. Et essayer d'inspirer peut-être un peu plus confiance aux actionnaires, même si je ne crois pas que ça va leur donner plus confiance que ça. Ensuite, on a une news très rapide sur le fait que, évidemment, Qualcomm a sorti leur nouveau Snapdragon X Plus et X Elite en juin. Et c'est des processeurs qui sont, selon moi, intéressants. Ils sont prometteurs sur ce qu'on peut avoir maintenant sur Windows avec ARM. Mais il y a évidemment beaucoup de problèmes. Et un de ces problèmes que j'ai dit quand ils sont sortis, c'est le prix. Les prix de ces ordinateurs est abusé. Pour le même prix qu'un Ultrabook avec un processeur Intel ou AMD de dernière génération, qui, oui, n'est peut-être pas aussi efficace au niveau énergétique, mais aussi puissant, voire même plus puissant, surtout au niveau GPU, et surtout, vous n'avez aucun problème de compatibilité avec les programmes. Donc, à quoi ça sert de payer autant pour moins, en fait? Le seul avantage, c'est la batterie, mais c'est tout. Donc, il y a d'énormes problèmes avec les prix de ces ordinateurs, et c'est quelque chose que le CEO de Qualcomm a remarqué aussi, qui s'est dit « Ah, on devrait peut-être en sortir des moins chers. » Oui, no shit. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont en sortir des moins chers. Et on ne parle pas des ordinateurs à 800 €. Pour moi, pour vraiment que ces Snapdragon X Elite, bon, ce sera certainement plus les X Plus, mais pour qu'ils soient populaires, il nous faut des ordinateurs à 500 €, 600 €, 700 €, qui sont toujours très bons, mais qui durent aussi surtout très longtemps au niveau batterie. Et je pense que, alors ça n'arrivera pas avant 2025, ils l'ont précisé, mais je pense que selon ce qu'on a vu, le Snapdragon X Plus, le meilleur, qui est le seul d'ailleurs, est pas si loin des X Elite en fait. Vraiment pas très loin, au point même que
il y a beaucoup de reviewers qui disent ouais, franchement, ça sert à rien de prendre le X Elite. Oui, il y a un petit avantage, mais des fois même, c'est un désavantage parce que le X Elite chauffe plus et du coup, il se bride au niveau performance et le X Plus peut être plus performant dans certains cas, ce qui est ridicule. Donc, c'est assez prometteur pour ces Snapdragon X Plus. Il faut une version moins chère, mais ça pourrait être au final les meilleurs ordinateurs Snapdragon X que aurait sorti Qualcomm. Donc j'espère que ce sera le cas, mais bon, on verra bien. Ensuite, nous avons évidemment des sorties de processeurs cette semaine-ci. Alors, pas les Ryzen 9000 parce qu'ils ont été repoussés, je rappelle, mais nous avons aussi les nouveaux Ryzen 5000. Refresh. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ils vont faire un 5900 XT qui est finalement un 5950X XT, ce qui est un peu bizarre au niveau de nom, et ainsi qu'un 5800 XT. Et pour ceux qui se demandaient, alors il y a eu, en réalité, AMD a fait du très mauvais marketing sur ses processeurs. Parce qu'ils ont sorti des benchmarks où ils testaient ces processeurs face à Intel, mais avec une RX 6600, ce qui est une carte graphique plus entrée de gamme. Donc c'est pas du tout représentatif. Ils étaient basiquement limités par la carte graphique et pas par le processeur, ce qui ne représente pas vraiment les performances de ces processeurs. Donc là, dans les tests réels, vous avez Hardware Unbox qui ont fait des tests, et le 5900 XT qui a une très légère... La fréquence est légèrement plus bas qu'un 5950X et juste légèrement moins performant qu'un 5950X dans les jeux vidéo. Donc c'est basiquement un 5950X. Voilà. Et le problème vraiment de ces processeurs-là, pour moi, c'est juste le prix. Alors, LDLC n'est pas le plus représentatif, on va être très honnête, hein, mais sur LDLC, vous pouvez acheter un 5900 XT, et encore une fois, ça porte à confusion sinon, pour le même prix qu'un 5950X. À quoi ça sert? Je ne sais pas, mais vous pouvez le faire. Ou vous pouvez acheter le 5800 XT pour... Ouais, je suppose qu'il est un peu moins cher qu'un 5800X 3D, donc ça va. Mais vous avez le 5700X 3D qui est sorti il y a quelques temps, qui est moins cher. Donc, franchement, prenez le 5700X 3D. Si vous avez une vieille plateforme AMD AM4, vous êtes encore en X370 ou autre chose, prenez un 5700X 3D si vous voulez mettre à jour votre processeur sans rien d'autre mettre à jour à côté. C'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter. Vous avez aussi le 5800X qui est vendu 219 €. Même sur LDLC, il est vendu 219 €. Donc, à quoi ça sert d'avoir un 5800 XT qui, oui, a une fréquence légèrement plus haute, et on dit bien légèrement plus haute. Là, c'est 3,8 de base, 4,7 de boost pour l'ancienne version, et là, c'est 4,8 de boost. Il booste 100 MHz plus haut. Ça coûtera 60 € pour 100 MHz. Merci. Non, merci. Donc, ouais, ces processeurs, pour moi, n'ont juste aucun intérêt. Je ne comprends même pas pourquoi AMD les a sortis, franchement. Juste continuer de fabriquer un 5950X, ou je vois vraiment aucun intérêt. Franchement, je ne comprends pas. Le 5700 3D, quand il est sorti, là, j'avais dit, hey, ça peut être intéressant. Et ça s'est révélé être le cas. Il est beaucoup moins cher qu'un 5800X 3D et permet de mettre à jour une ancienne plateforme. Mais ces deux nouveaux-là, non, ça vaut pas la peine. Alors, si vous regardez sur un site un peu plus raisonnable au niveau prix, alors ça, c'est Megaco. C'est un site néerlandophone aux Pays-Bas, du coup, qui ne livre pas en France, malheureusement pour vous, parce que les prix sont vraiment intéressants. C'est là où je commande le plus, je vais être très honnête. Donc, si vous êtes belge, vous pouvez commander dessus. Et vous pouvez voir que le 5900 XT est vendu 389 €. Mais le 5950X est vendu 374 €, donc prenez un 5950X. Surtout que vous devrez mettre à jour le BIOS de la carte mère pour supporter le nouveau processeur, donc ça peut aussi rajouter des problèmes. Et vous pouvez surtout voir que le 5800 XT est vendu 279 €, mais vous pouvez avoir un 5700X 3D pour 224. Vous pouvez même avoir un 5950X, qui est plus puissant du coup, pour 249 €. Donc... c'est pas le plus intéressant. En fait. Le 5800X est vendu 184 €. Damn! J'avais pas vu à quel point ils avaient diminué les prix. Alors, le 5700 est à éviter, si je me souviens bien, parce qu'il a un cache beaucoup moins important qu'il n'y paraît. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est un peu un piège, ce processeur-là. Mais 5600X, par contre, lui, il a tout le cache nécessaire. Il est vendu 134 € maintenant, la vache. Les prix ont pas mal chuté. Faudrait peut-être que je refasse un nouveau guide d'achat de processeurs. Bon, j'attends les Ryzen 9000 en vrai. Ensuite, on passe maintenant à une sortie de processeur qui était très attendue, en tout cas pour ceux sur ordinateur portable. Et c'est les nouveaux AMD Ryzen AI
qui sont évidemment sortis fin du mois de juillet. Et c'est là aussi qu'ils devaient sortir les Ryzen 9000. Donc oui, AMD sortait plein de processeurs en même temps. Et donc ils étaient très attendus parce que c'est la première sortie de processeurs d'AMD depuis la sortie des Snapdragon X. Et du coup, les gens se disaient, hey, est-ce qu'ils rattrapent une partie du retard qu'ils ont accumulé du coup avec les Snapdragon X, notamment au niveau efficacité énergétique? Et la réponse est oui, totalement. Je dirais même que la sortie de ces processeurs a cassé encore plus l'intérêt des Snapdragon X, surtout pour des ordinateurs à plus de 1000 euros. Alors, pour le moment, j'ai vu que des tests d'un modèle de chez Asus. C'est un ZenBook S, apparemment de 16 pouces. Le problème avec ça, c'est qu'il est limité à genre 28 ou même, il peut monter, il me semble, à 35 watts, mais il est assez limité au niveau wattage du processeur. Et c'est aussi un autre problème avec ces processeurs-là, c'est que pour le moment, vous en avez 3, il me semble. Et le meilleur, c'est le Ryzen AI 9 HX370. Et du coup, ce processeur peut être... Il laisse la liberté, c'est un peu comme les constructeurs de cartes graphiques, comme Nvidia le fait sur ordinateur portable. Il laisse la liberté totale aux constructeurs d'ordi de configurer le TDP. Mais encore plus qu'avant. Là, vous pouvez sortir un ordinateur avec ce processeur qui est à 15 watts. Et un autre constructeur peut le sortir à 53 watts ou 55 watts, je ne sais plus exactement la limite maximum. Du coup, vous devez bien vous en douter, avec une consommation aussi, une plage de consommation aussi variée, voilà, vous pouvez vraiment avoir n'importe quoi au niveau performance. Donc là, le modèle ici est testé à 28 watts. Vous pouvez voir qu'il se débrouille mieux que les anciens Ryzen, notamment 7000, qui sont très similaires au Ryzen 8000. Il n'y a pas d'énorme différence, on va être très honnête. Il y a d'autres tests par contre où ils peuvent être un petit peu moins bons. Là, on a un test notamment d'encodage AV1, apparemment, où ils sont moins bons. Donc ça, c'est plutôt étonnant, mais... C'est une légère amélioration au niveau CPU, en tout cas par rapport au Ryzen 7000 et 8000. Et ce sera surtout si vous pouvez le tester avec sa consommation full. Parce que, encore une fois, là, pourriez vous dire, il a perdu face au Ryzen 9000 7000, Ryzen 9 7000. Oui, mais il consomme 7 watts de moins. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il a perdu. Donc tenez-en compte ici pour ce test-là. Et la plupart des tests utilisent seulement cet Asus ZenBook. Je ne sais pas comment font Asus, mais c'est la même chose avec quand les Snapdragon X sont sortis. C'était les premiers à avoir des exemples, à avoir des laptops de review qui avaient été envoyés à l'avance aux reviewers pour qu'ils puissent faire les tests. Donc, ma foi, Asus gère bien la chose à ce niveau-là. Bref, du coup, si on regarde un peu plus au niveau, notamment performance graphique, c'est là où c'est encore plus intéressant parce que ça utilise un nouveau GPU RDNA 3.5 qui est une amélioration des GPU RDNA 3.0 qu'on a dans les RX 7000 ainsi que les Ryzen 7000 ainsi que Ryzen 8000. Donc, c'est une légère amélioration. Ce n'est pas un nouveau design de GPU totalement différent, mais ça permet évidemment de faire la différence. Vous pouvez voir qu'ici, par rapport au Core Ultra qui se débrouille plutôt bien, ce nouveau GPU intégré au Ryzen AI 9 HX370, ce nom est vraiment mauvais, est juste le meilleur. Si vous regardez, c'est le meilleur GPU mobile que vous pouvez acheter intégré à un processeur. Évidemment, si vous avez un GPU dédié, ce sera différent. Il arrive même à dépasser un Ryzen, le GPU qu'il y a dans un Ryzen 7 8700 juste, qui est assez abusé, la vache. Alors ici, ils n'ont pas mis, je suis en train de me dire, oui, AnandTech n'a pas mis des tests de consommation ou autre chose, mais j'ai pu voir d'autres tests, notamment sur YouTube, et ces nouveaux processeurs aussi sont plus efficaces au niveau énergétique. Alors, ils ne sont toujours pas aussi efficaces que les nouveaux Snapdragon X. Quand les Snapdragon X, évidemment, font tourner des applications complètes pour ARM, c'est différent, bien sûr, quand ils doivent émuler du x86, mais ils se sont améliorés, du coup, ça permet un petit peu de remplir l'écart. Notamment, ce ZenBook, apparemment, pouvait durer jusqu'à 15 heures sur batterie, certains ont testé, donc... c'est vraiment bon. C'est au niveau d'un MacBook et c'est même au niveau de certains de ces ordinateurs avec, comme j'ai dit, des Snapdragon X. Donc, pour moi, franchement, le nom est à chier, on va être très honnête. Ryzen AI, what the fuck. Mais le produit derrière, le processeur derrière est très bon. Par contre, il y a quelques désavantages, je vais quand même le citer. Premièrement, le prix semble être un peu abusé pour le moment. Alors, ça reste toujours au niveau des prix des Snapdragon X, tenez-en compte. Mais les prix ont clairement un petit peu augmenté. Certainement parce qu'AMD domine dans le milieu. Et aussi, deuxième désavantage, c'est que pour le moment,
Et apparemment, ces nouveaux processeurs, du coup Ryzen AI, ne supportent pas des slots SODIMM. Donc, tous les ordinateurs que vous allez voir avec ces processeurs en particulier qui viennent de sortir n'auront pas de slot SODIMM pour améliorer la RAM. La RAM que vous aurez dessus est soudée sur la carte mère. Et c'est soudé sur la carte mère. C'est même pas genre, oh, c'est de la RAM sur le SoC comme le fait Apple ou comme va le faire Intel bientôt, ou même comme le fait justement Qualcomm, où c'est littéralement intégré au SoC. Non, c'est de la RAM sur la carte mère. Donc, je ne comprends pas la décision. J'espère qu'il y a une possibilité de le faire en réalité et que c'est juste que les constructeurs qui ont sorti les premiers ordinateurs ne l'ont pas fait. Je ne sais pas trop, mais une chose est sûre, ça c'est très mauvais selon moi au niveau consommateur parce que ne pas pouvoir améliorer la RAM, c'est problématique. Ensuite, on a encore une news avec AMD ici qui pourrait, c'est une rumeur, faire des nouveaux GPU d'entrée de gamme sous la forme d'RX 7400 et 7300. Alors, la dernière fois qu'ils ont fait des GPU, notamment avec le nom 6400, c'était à l'époque, c'était très mauvais, on va être très honnête. Si vous vous souvenez pas, la 6400 non XT du coup était un GPU avec seulement 4 Go de RAM, pas performant du tout. Et le seul intérêt que cette carte graphique aurait, ça aurait été de la mettre dans un Dell Optiplex. Mais le problème, c'est que AMD avait eu la bonne idée de mettre... alors le slot physique était en x16, mais il fonctionnait en x4 PCI Express 4.0. Ce qui veut dire que oui, dans un système moderne, ça allait. Mais à ce moment-là, vu le prix de la carte graphique, acheter juste une meilleure carte graphique ou même une carte graphique d'occasion. Donc pour ceux qui voulaient me mettre dans un Dell Optiplex ou un ordinateur avec pas une énorme alimentation qui était un peu limitée, ben, ça ne valait pas la peine parce que ces systèmes-là sont souvent anciens ou plus vieux et fonctionnaient en PCI Express 3.0. Et là, le x4 évidemment limitait les performances. Donc la 6400 était très mauvaise. Il y avait une 6500 XT à 4 Go qui était très mauvaise. La 6500 XT 8 Go était juste pas franchement meilleure. C'était juste de très mauvaises cartes. La première RX 6000 qui valait la peine et qui encore vaut la peine, c'était la 6600. Donc voilà, j'espère qu'AMD a appris de leurs erreurs. J'espère vraiment. Honnêtement, au niveau carte graphique, bien souvent, ils ont du mal à apprendre de leurs erreurs parce qu'ils continuent de les répéter, notamment avec la 7900 XT qui était trop chère à la sortie, qui a baissé de prix, mais du coup, elle a une mauvaise réputation à cause de ça. Et même chose avec la 7700 XT. Donc, j'espère qu'ils vont pas faire la même chose. Ce que je veux, c'est juste AMD, si vous regardez, la RX 7400 et 7300, apparemment, elle pourrait avoir 8 ou 6 Go de RAM, les deux. Donc, la première aurait 8 Go, l'autre 6 Go. Ça me semble être raisonnable comme quantité de RAM pour des cartes graphiques d'entrée de gamme. OK, donc là, pas de problème. Mais surtout, faites en sorte qu'elles aient un slot PCI Express x8 minimum. 4.0, peu importe, mais x8. Parce que si c'est du x8 en PCI Express et vous le mettez dans un slot PCI Express 3.0 x16, au moins, elle devrait être raisonnable au niveau performance. Mais en dessous de ça, non, ce sera très, très, très mauvais. Et surtout, faites en sorte qu'elle consomme moins, si possible, de 75 watts. Et là, ça permettrait vraiment de les mettre dans les Dell Optiplex. Après, une 7400 qui serait pas trop loin d'une 7600, ce serait compliqué de la faire consommer 75 watts, mais c'est possible hein, s'ils font un peu d'effort, donc on verra bien. Ce sera peut-être le travail plus de la 7300. Dans tous les cas, on devrait se réjouir de la sortie de nouvelles cartes graphiques d'entrée de gamme, parce qu'il n'y en a pas eu depuis hyper longtemps, mais franchement, je n'ai pas beaucoup d'espérance. Ensuite, on a une autre news au niveau carte graphique qui pourrait sortir, et là, c'est juste... OK. Apparemment, Nvidia pourrait sortir une RTX 4070 qui utilise de la GDDR6 non X. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la 4070 normale, pas la super, a 12 Go de GDDR6X et du coup, c'est là pour avoir 12 Go de GDDR6. Mais le reste des specs serait le même. Même quantité de CUDA core, même quantité de RT core et tout le tralala. J'ai envie de dire pourquoi pas? Parce que la RX 4070 n'est pas vraiment limitée par la vitesse de sa RAM. Et pouvez toujours l'overclocker derrière un petit peu pour compenser. Donc, c'est pas forcément un problème, surtout si elle sort moins cher. On va être honnête, si c'est juste pour la sortir au même prix que la 4070, non. Mais si par contre, on l'a
je sais pas moi, si ils bougent un petit peu tous les prix avant la sortie des RTX 5000, donc s'ils mettent, je sais pas moi, la 4060 Ti en dessous clairement en dessous de 400 euros, et qu'ils mettent cette 4070 GDDR6 à 450 euros, ouais, ok, pourquoi pas. La mettre face à la 7700 XT serait le plus logique. Et puis peut-être que les anciens stocks de 4070 avec la GDDR6X seraient vendus 500 euros par exemple. Ça aurait tout à fait, selon moi, sa place. Surtout si ça permet à Nvidia de les fabriquer pour moins cher et de les vendre pour moins cher, pourquoi pas. Mais ça reste Nvidia. Voilà, Nvidia est moins cher. Nvidia n'aime pas les pauvres, on va être très honnête. Nvidia n'aime pas les gens qui ne savent pas acheter une carte graphique à 500 euros. Donc, je ne serais pas non plus trop... j'aurais pas trop d'espérance. Mais bon, on verra bien. Ensuite, on a une petite news follow-up ici avec le fait que Lenovo va visiblement, oui, sortir ce drôle d'ordinateur qu'ils avaient annoncé genre au CES, si je me souviens bien, qui est le Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 hybride, sacré nom. C'est un PC, je vous rappelle, qui, basiquement, dans la partie châssis du PC, a un full PCI x86 avec un Intel Ultra 7. Et dans la partie écran, vous avez une full tablette Android. Et du coup, vous pouvez mettre la tablette, du coup, sur le PC, docker, utiliser comme un PC, et puis juste switcher sur Android ou même détacher, et vous avez une tablette Android. C'est quelque chose qui, on va être très honnête, ne serait pas utile pour 99,9% des gens, mais il y a certaines personnes qui ont ce cas d'utilisation très particulier, ils ont besoin d'un PC Ultrabook et une tablette Android et qui sont en mode c'est génial, j'adore ça. Personnellement, ça m'intéresse assez bien. Et puis j'ai vu le prix et là j'étais moins intéressé. Parce que le prix initial qu'ils avaient annoncé était déjà $2000, ce qui est... Mais là, apparemment, le prix a un petit peu augmenté. Il est seulement disponible pour le moment en Chine. Enfin, le prix est seulement visible en Chine. Et ce serait $2200. C'est cher. Donc, ouais, peut-être pas aussi intéressant que ça, forcément. Bah, en vrai, si je regarde, regardons la concurrence. Ici, on parle d'une tablette Android de 14 pouces, avec un écran OLED, avec tactile et tout ça. La seule tablette similaire, c'est la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra et la Tab S9 Ultra. Si vous prenez une S8 Ultra d'occasion, éventuellement, ça va vous coûter genre 800 euros d'occasion avec des specs similaires. Un PC Ultrabook avec un Core Intel Ultra comme ça, c'est un Ultra 7 quand même avec 32 Go de RAM et tout, bah, ça vous coûtera un peu plus de 1000 euros. Bon, au final, le prix est logique. Vous payez réellement pour deux appareils en un. Il fallait pas non plus s'attendre que ça coûte moins cher que d'acheter les deux trucs séparés, parce que jamais il ne ferait ça. Mais le prix est logique. Maintenant, il faut vraiment avoir besoin des deux. Il y a aussi le problème du fait que si la tablette Android arrête de fonctionner, ou si vous la cassez sans faire exprès, ben basiquement, votre ordinateur est moins utilisable. Vous pouvez toujours brancher un écran, hein, mais vous n'aurez plus l'écran ici, donc ça casse un petit peu l'intérêt. Il y a aussi le problème que si le PC aussi arrête de fonctionner derrière, bah vous avez toujours une tablette Android, je suppose. Il y a des problèmes si l'un ou l'autre arrête de fonctionner, mais ouais. Est-ce que ça vous intéresserait un truc pareil? Est-ce que je suis le seul qui... Je vois l'intérêt et je suis en mode... Moi, je pourrais l'utiliser, mais la plupart des gens, non, la plupart des gens ne l'utiliseraient pas. C'est comme ça que je le vois, moi. Donc, ouais. Éventuellement, pour quelqu'un qui a vraiment besoin de ce cas d'utilisation très particulier. Lenovo fait vraiment des drôles de PC des fois. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Samash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un pouce rouge. Si vous avez des sentiments plus complexes, vous laissez un commentaire. Vous pouvez même laisser comme commentaire. J'ai des sentiments plus complexes si vous le voulez. Et si vous voulez soutenir la chaîne, je rappelle que vous avez évidemment Games Planet qui fait des promotions, ainsi que Honnête qui fait des promotions. Si vous voulez un overlay pour streamer. Merci à tous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.